Congo Challenge est un think tank, c'est-à-dire une boîte à idées. Et en tant que think tank, l'objectif principal, c'est de pouvoir réfléchir, c'est de pouvoir apporter l'éclairage sur la conduite des politiques publiques. Et sur ce point-là, la revue Congo Challenge essaie de porter un éclairage important, notamment en essayant, d'ici 5-10 ans, de construire une masse critique des personnes capables de conduire des recherches de renom. C'est la raison pour laquelle, comme vous savez, la revue Congo Challenge a un objectif important, c'est de produire des papiers, des articles qui ont un standard identique aux grandes revues de renommée internationale. Et sur ce point-là, donc la première contrainte, c'est que il y a très peu de Congolais qui se sont dit exercer à cet exercice, pour mettre la tautologie. Et en regardant le niveau de réception des articles, là, il n'y a pas encore l'abondance, parce que, comme on dit, avant de produire, il faut d'abord s'aimer. Et nous sommes encore en train de s'aimer, de manière à ce que nous puissions avoir un champ de chercheurs beaucoup plus large et qui répondent aux normes. Comme vous le savez aussi, la revue Congo Challenge a été créée en 2017, mais sa production effective a débuté en 2019. Et donc nous sommes à notre 3e année de production. C'est comme ça que nous sommes en volume. Nous venons de terminer le volume 3, pour dire donc la 3e année, avec à chaque fois 2 numéros produits annuellement, dont un numéro après chaque semestre. C'est comme ça que le tout dernier numéro a été produit en juillet 2021. Et maintenant, le numéro 2 du volume 3, et donc c'est lui qui porte sur la période de juillet à décembre 2021, est produit le mois suivant, donc le mois de janvier 2022. Et donc, tenant compte du calendrier, parce que pour pouvoir, s'assurer de la qualité de la production, il y a aussi le soin sur l'infographie. Et donc, nous permettons aussi donc la production de la revue s'efface avec une très grande qualité. Et donc, ça nous exige, comme pour l'instant, comme on dit que la culture de l'impression n'est pas encore assez développée, on a passé de très grandes imprimeries qui nous permettraient de répondre exactement à cette qualité. On est obligé de le faire pour l'instant à l'étranger. Et donc, il y a en termes de délai de livraison, cette question-là de transport et tout qu'il faut voir, il faut le mettre rapidement. La raison pour laquelle donc, on a ce petit décalage au 2 février, 3 février, pour pouvoir produire, vous présenter le résultat de cette étude. Et donc, pour ce dernier numéro 2 du volume 3 de l'année 2021, nous avons reçu, en termes statistiques, 6 propositions d'articles. Sur les 6 propositions d'articles, 4 ont passé les caps nécessaires et 2 sont en cours de révision. Par rapport au premier numéro, qui avait reçu 8 projets d'articles, on a retenu aussi 4, et dont 2 étaient remis en révision et 2 étaient rejetés. Et donc pour l'instant, en termes de documents en articles qui sont dans le pipeline, nous en avons à peu près 4 qui vont peut-être, si la maturité est rapide, ils peuvent être publiés dans les prochains numéros. Il y a de la place pour d'autres articles. Donc. Et cet article, si disons ce numéro ici, a eu la particularité que nous l'avons, nous le publions au moment où un de nos membres du comité scientifique nous a quittés, ce 23 décembre 2021. Et il s'agit du professeur Omer Chonzambié. Et comme vous avez l'occasion de le constater toujours dans notre
à notre page, première page de la revue, on vous précise le membre du comité scientifique. Et le professeur Tchonzambi fait partie de 7 membres, faisait partie de 7 membres du comité scientifique. Et il était pour nous le grand-père dans les domaines, surtout dans les domaines de l'économie monétaire. Et j'avais l'habitude de le titiller quand j'ai discuté avec lui. Je parlais de lui, je disais que c'était mon dinosaure pour exprimer tout le temps qu'il a passé, la lourde expérience qu'il a passé à publier des articles divers dans les domaines macroéconomiques, de macroéconomie monétaire. Et c'était pour nous une grande perte qu'il puisse partir, parce qu'on avait un projet avec lui, de pouvoir écrire quelque chose d'important pour la République, pour le pays. C'est l'histoire économique de la RDC, depuis les temps immémoriaux. Et il était un de personnes préposées pour pouvoir s'occuper de la partie monétaire avec le professeur Kabouya Kalala et le professeur Matata. Donc maintenant, nous sommes orphelins du professeur Omer, et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi voulu, de façon incidentielle, lui dédier ce numéro ici. Dans ce numéro aussi, il y a beaucoup de contributeurs qui ont participé à cela, notamment dans la partie referee, donc dans la partie révision. Comme vous le savez, la revue est évaluée presque à 3 étapes. Il y a à l'étape interne, il y a 2 étapes. C'est d'abord la validation par le secrétariat des articles qui sont soumis, parce que comme vous le savez, comme les gens n'ont pas la culture de la publication, il y a des gens qui envoient des articles, mais qui ne sont pas en réalité des articles. Et donc, ceux-là sont dans le premier tri d'office mis de côté, de manière mais de façon, tout à fait professionnelle, parce que, comme on a dit, nous sommes en train d'augmenter les niveaux d'apprentissage à la recherche. Et donc, nous prenons contact avec ces personnes de manière à leur prodiguer quelques conseils, quelques remarques, pour qu'ils puissent changer, par exemple, la forme avant d'aller sur la partie fond. Et la deuxième étape consiste maintenant, pour les papiers qui ont été à première vue retenus, avoir une première validation interne. Et donc là, ils sont soumis à l'analyse du comité scientifique. Donc, le comité scientifique, les membres du comité scientifique, selon leur spécialité, vont devoir analyser les papiers et donner leurs avis, si le papier est acceptable ou pas, et en plus d'autres remarques. Et lorsque le papier est dit acceptable par la plupart des membres du comité scientifique, en ce moment-là, on retourne les papiers avec les remarques aux différents auteurs pour déjà intégrer ces premières vagues de remarques, et pour maintenant, enfin, le soumettre à la véritable évaluation très rigoureuse des spécialistes dans le domaine dans lequel vous avez écrit votre papier. Ce qui veut dire que pour choisir l'arbitre externe, on doit d'abord tenir compte du domaine dans lequel vous avez publié le papier et de quel sujet vous avez traité. Ce qui nous permet de cibler une personne précise. Donc, si par exemple on dit là, il a traité sur des questions de régularité monétaire dans les domaines des déficits, ok, on va dire, on va voir si Milton Friedman peut aller, s'il peut accepter d'aller lire ce papier. On peut dire si peut-être on va aller chercher, c'est pas moi, Jean-Paul Sassa ou Matata Pogno pour lire le papier, c'est non. Et donc à ce moment-là, on le soumet à l'évaluation externe. Cette évaluation externe est accompagnée d'une fiche technique d'évaluation bien précise pour déterminer les éléments d'évaluation. Donc, ce n'est pas une évaluation arbitraire. C'est sur base de la fiche d'évaluation technique qui précise aussi bien la méthodologie, l'esprit de synthèse, la forme, la qualité de l'innovation de l'article, et tout, etc., etc., et avec une cotation. Et bien sûr, l'avis
de l'évaluateur. Et généralement, cet exercice au niveau de l'évaluation externe peut prendre pour un papier qui a été peut-être très bien écrit, ou qui a eu la chance qu'il soit relativement cohérent. Le minimum, c'est 6 mois. Le minimum, c'est 6 mois. Le temps de faire le va-et-vient entre l'auteur et l'évaluateur externe. Et il y en a qui sont à la deuxième année, ils ne sont pas encore publiés parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la maturité suffisante. Et donc, parmi ces évaluateurs pour cette année, nous en avons combien? 3, 6. Il y a 8 personnes qui sont soit aux États-Unis, soit en RDC, soit en Belgique, soit en Afrique. Et nous voulons particulièrement les remercier parce que le nombre d'évaluateurs externes est en train d'augmenter, ce qui nous permet d'avoir une marge d'échange aussi plus importante. Et tout ce travail, évidemment, a été aussi le fruit de toute l'équipe de rédaction qui travaille au quotidien, qui sont d'ailleurs au fond de la salle. Je vois quelques jeunes en train d'assister à la séance et qui nous permettent donc de rassurer sur toutes les questions de forme, de fond, parce qu'après avoir accepté l'article, il faut se rassurer qu'il est présenté par l'infographe dans les meilleures conditions. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et donc, nous sommes heureux que nous puissions présenter ces papiers aujourd'hui, ces numéros aujourd'hui, avec les 4 articles qui ont été produits. Et nous allons donc entamer la 4e année. Et nous espérons que l'année prochaine, on sera à la 5e, on pourra fêter notre volume numéro 5, numéro 2, en janvier 2023, 24, en janvier 2024. Ah, 24, oui. En 2024. Oui. Après 2023. Après 2023. Voilà. Je vous remercie et donc on est prêt pour les questions, les échanges que vous souhaiterez faire. Tous les pays du monde sont corrompus, en commençant par les États-Unis. Mais le niveau de corruption qui trouve aux États-Unis est marginal par rapport au niveau de corruption qu'il y a en RDC, qu'il y a au Nigeria, qu'il y a. Utilisez ça pour le leadership. Vous retrouvez ce qu'il vous a donné comme raisonnement. Alain avait parlé de l'inquiétude sur le fait que ce sont les mêmes personnes qui publient dans la revue et donc il y a problème d'absence de diversification des auteurs. Et la question de l'imprimerie. Quand vous constatez la publication de la revue, vous voyez effectivement qu'il y a certaines personnes qui publient relativement régulièrement. Mais à chaque fois, vous verrez aussi qu'il y a de nouveaux noms qui apparaissent. Je vous ai dit qu'il y a un problème de déficit en matière de recherche. Parce que c'est la malédiction. Celle-là, elle est faible parce que certains chercheurs sont à l'étranger. Et donc, quelle est la première conséquence? C'est que pour assurer la régularité de la revue, il y a des gens qui sont là et qui donnent cette impulsion. Mais en même temps, on est en train de créer une masse de jeunes chercheurs. Quand on dit jeunes chercheurs, il ne faut pas dire que c'est l'âge, ce n'est pas une affaire d'âge. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts professeurs associés. Donc ils ont fait 30 ans de carrière. Il est professeur associé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais réellement fait des publications. C'est comme ça qu'il n'a pas évolué pour devenir professeur ordinaire. Mais il y a d'autres ici qui sont des professeurs ordinaires, mais qui n'ont jamais publié. Qui ont peut-être publié un livre. Un livre, bon, vous pouvez écrire un livre. C'est le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10 ou quoi. Actuellement, la science est en train d'évoluer. Par exemple, les thèses de doctorat ne se font plus de façon monographique. Or, la plupart des chercheurs que nous connaissons, la plupart des docteurs que nous avons dans le pays, ont fait des thèses monographiques. C'est-à-dire, ils viennent discuter avec le promoteur, ils disent qu'est-ce que je vais faire, quelle est la méthode que je vais faire. Il commence chapitre 1, chapitre 2, et puis dès qu'il a fini, il présente le tout. Mais là, c'est plus ça. Là. L'idée a évolué vers la création de l'intelligence, donc vers l'évolution scientifique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On commence plutôt à privilégier des articles scientifiques.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va te demander, par exemple, de publier 3 articles ou 4. Et puis, on fait l'addition et vous défendez votre thèse. Alors, quelle est la différence entre les deux? Dans la première hypothèse, les gens qui ont été formés dans l'idée monographique, ils n'ont pas la culture d'écrire un article scientifique au standard actuellement. OK? Et donc, il faut y avoir, deuxièmement, l'outil mathématique est entré dans les domaines économiques. Donc, la méthodologie est devenue plus quantitative que qualitative. Et la revue Congo Challenge, c'est une revue qui a une polarité vers le quantitatif, vers un peu de raisonnement cohérent dans le sens logique, et donc la plupart des fois des modèles sont utilisés. Ce qui veut dire que certaines personnes qui se sentent mal à l'aise pour pouvoir dire qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la pédagogie. Et donc, par exemple, les papiers que nous rejetons, nous avons d'ailleurs décidé actuellement que si on rejette un papier, on invite la personne qui a écrit le papier, de manière à avoir une séance de travail avec lui, avec elle, pour lui dire, bon voilà, nous, sur le papier, vous avez écrit ça, vous avez dit ça, ça et ça. Pour nous, nous ne sommes pas d'accord sur tels éléments, mais nous pensons que vous pouvez améliorer le papier en allant dans tel sens. Quel est le sens de ces gestes? C'est pour éviter de frustrer beaucoup de personnes qui écrivent, qui vont dire, mais écoutez, ce sont les mêmes personnes qui publient, ils se prennent pour qui? Pour les centres de la Terre. Est-ce que vous êtes les seuls qui connaissez, qui savez écrire des papiers? Vous savez que ça fait partie des critiques, des choses que vous pouvez entendre. Et la plupart des fois, beaucoup de gens ne résistent pas à la critique scientifique. Il y a certains qui ne résistent pas à ça. Et donc, nous faisons cet exercice. C'est comme ça que, donc, vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont dans la recherche en permanence. OK, donc, chercheurs au sens premier du terme. Il y a d'autres qui sont des chercheurs à temps partiel. En tout cas, très partiel. Et donc, le problème se trouve là. Au niveau de la RDC, il y a beaucoup de chercheurs à temps partiel et qui ne peuvent pas soutenir scientifiquement un travail rigoureux à ce niveau-là. Et comme nous l'avons dit, on ne va pas prêcher dans le désert. Nous allons continuer. Parce qu'il faut que des jeunes qui viennent prennent cette habitude-là. Parce que la publication, c'est de la rigueur. Et si vous n'avez pas de rigueur et de discipline, vous n'allez pas y parvenir. Vous n'allez pas accepter de ne pas dormir, par exemple, toute une nuit, dormir à 3 heures du matin, commencer à dormir à 3 heures du matin pour vous réveiller encore à 6 heures ou à 7 heures pour venir au bureau, si vous n'acceptez pas une certaine discipline. Et évidemment, il faut aussi ajouter les contraintes. Il y a aussi d'autres contraintes, notamment des contraintes financières. Vous n'allez pas être chercheur si vous n'êtes pas à l'abri du besoin. Ok. Ça, c'est fondamental. Ok. Parce que la recherche, c'est un bien supérieur. Okay. C'est un bien supérieur. Donc, il faut commencer par être à l'abri du besoin pour que vous puissiez vous concentrer un peu. Et vous-même, vous savez comment ça. Donc, en ce qui concerne les questions d'imprimerie, évidemment, nous avons la qualité, mais comment dire, je pense que Congo Challenge fait de la planification. Faisons de la planification et donc la question de l'imprimerie est